L'invité que je reçois aujourd'hui a embrassé un destin exceptionnel. Président de la Fédération de l'air, il va nous parler du devenir de notre planète. Vous l'aurez compris, les ondes clandestines s'immiscent au cœur des problématiques écologiques contemporaines. Lorsque j'étais journaliste, dans le temps, en fait, j'ai eu à traiter du développement durable, du climat et ses corollaires, en fait, l'économie, avec en leitmotiv la préservation de nos territoires. Mais notre invité, ce n'est pas qu'un homme de conviction ancrée dans la dialectique de l'équilibre entre l'homme et son milieu naturel. C'est aussi une personnalité politique avec un vrai regard sur nos sociétés. Il a connu les affres de la dictature au Chili, dont il nous évoquera ce drame dans quelques instants et nous racontera ses peurs des États totalitaires qui commencent à apparaître partout en Europe. Mais pour l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir Victor Hugo Espinoza. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui euh, aux ondes clandestines. Il y a une tradition, en fait, pour que tout le monde puisse comprendre qui vous êtes, il faudrait nous dire déjà qui vous étiez, ce que vous êtes devenu, et enfin, qui vous êtes actuellement. Pouvez-vous donc nous retracer votre histoire, votre background familial, votre cursus de formation et votre actualité récente? Vaste programme. Voilà. Bon, c'est un vaste programme, mais je vais essayer d'être le plus concis possible. Et au Chili, j'étais ingénieur génie civil. Et au Chili, j'étais un jeune normal qui militait pour la solidarité, pour la vie, et pour essayer de défendre les gens qui étaient pauvres, les gens qui souffraient les catastrophes naturelles. Donc, j'ai fait toute une action de solidarité depuis que j'étais très petit, d'une classe moyenne. Et petit à petit, si vous voulez, je suis devenu ingénieur, 7 ans d'études plus 300 de risques majeurs. Et une D'accord. fois que j'étais là, je me suis rendu compte, si vous voulez, au fond, j'étais tellement heureux qu'à un moment venu, je me suis rendu compte que la joie, il est très passagère quand vous perdez la démocratie, parce que le 11 septembre 1973, il y a eu le coup d'État de Pinochet, Oui. et on s'entendait pas, et tout à coup, on est passé de la démocratie à l'horreur, et c'est comme ça que j'étais 40 jours en prison, dont 3 jours dans la salle de torture. Si Dans je la- reviens juste un petit peu sur votre histoire, un petit peu en arrière, vos parents, en fait, ils faisaient quoi dans la vie? Mon père était enseignant, ma mère était infirmière, et on était, si vous voulez, bon, on s'est divorcés très tôt, donc on a vécu presque toute notre vie proche de ma mère et notre grand-mère qui nous aidait beaucoup. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé quand on était plus petit avec nos parents. Et bon, c'était une famille qui était assez solidaire. Et une chose qui m'a beaucoup touché de ma grand-mère, par exemple, qui est chaque jour, ils amenaient une petite portion à manger pour un SDF. Vous savez qu'au Chili, chaque famille avait Oui. un EDF qui donnait à manger. Donc, finalement, il n'y avait pas d'EDF parce que tout le monde s'occupait au moins d'un EDF. Et je Hmm. trouvais que c'était assez fort et je trouvais que c'était ces côtés aussi de solidarité. Peut-être là-bas, c'est beaucoup les catholiques, donc beaucoup de traditionnalisme, tout ça. Mais il y avait le côté très positif de dire, si on est 10, on mange ce qu'on a, si on est 20, on mange ce qu'on a divisé par deux. Ça veut dire qu'on Hmm. partage. Ça veut dire Hmm. que ça, c'est pour moi, c'était des notions qui m'ont beaucoup intéressé et beaucoup. Après, je suis parti dans une école d'ingénieur qui était que de riches. Il y avait beaucoup de, même d'extrême droite dans cette école de riches. Voilà. D'accord. Vous étiez passé un peu, si je peux me permettre, en fait, la blague de l'état de Gavroche, en fait, à quelqu'un, en fait, de plus âgé. Exactement. Et même quand j'étais petit, pour une part dans une école très, très pauvre. Et après, ma mère, il s'est marié avec quelqu'un qui on avait une meilleure situation. Et j'ai passé à une école privée, une école catholique. Donc, Ouais. j'ai passé aussi d'un monde très pauvre à un monde qui avait plus de moyens. Et après, j'ai passé plus grand à un monde, je ne sais pas si vous connaissez Et le puis on film arrive. Machuca, que c'est Oui. un film qui montre un enfant qui n'a pas de moyens et qui est rentré dans des écoles de riches, mais pas plutôt grâce à une bourse. Vous Hmm. savez que j'étais boursier, donc j'étais un peu.
celui qui était, entre guillemets, pauvre, classe moyenne, mais pauvre pour rapport à les ultra-riches. D'accord. Avant d'arriver en fait au 11 septembre 73, en fait, il y a tout un contexte. Est-ce que vous vous en rappelez de ce contexte? Ah, mais Vous aviez quel très, âge à très, l'époque? très bien, très bien. Moi, j'avais, on va dire, entre 20 et 23 ans, parce que c'est Allende, il a été pendant, Allende, c'est le président Oui. chilien de gauche qui a Mm. gagné avec une majorité relative. Et ce président nous a proposé tellement de choses, tellement belles qu'on pouvait que les croire. Et il a essayé de le faire. Mais quand vous essayez de privatiser les mines de cuivre, quand vous essayez de privatiser les mines d'acier dans un pays qui vit de ça, évidemment, Ça fait l'effet. Les États-Unis n'étaient pas très contents à l'époque, l'Amérique n'était pas très content, donc quelque part ce gouvernement de gauche devenait l'ennemi numéro un des capitalistes. Mm. Très bien. Et à cause de ça, ça a créé toute une inertie, si vous voulez. Il y a eu des grèves des camionneurs parce que le Chili, c'est 2 fois et demi plus grand que la France, mais il est très long. Il fait 5000 kilomètres, donc du nord au sud. Donc, c'est un pays qu'on peut paralyser rapidement parce que les pouvoirs des camions est très important. Et le 11 septembre 73, vous l'avez rappelé, c'est le gouvernement en fait qui est balayé en fait par Pinochet, c'est ça? Voilà, il y a un coup d'État qui s'est fait, ça, qui a eu la mort d'Allende, qui a eu vraiment un bombardement du palais le palais de la Moneda. Donc, quand il y a eu tout ça, si vous voulez, nous, en tant que quelqu'un qui... Parce qu'il faut bien comprendre qu'un président, ou un futur président, il vous fait rêver, il vous fait regarder vers l'avant. Et en plus, il essaye de faire toutes les choses qu'il a dit, on Mhm. pouvait qu'il aimait. Et cet Ouais. homme qu'on aimait beaucoup, que nous avait donné l'espoir de vie, l'espoir de croire à quelque chose, tout à coup, tout ça a S'effondre, été à s'effondre. s'effondre, pas totalement, parce que vous verrez que après, quand on souffre quelque chose, on se promet, c'est mon cas, quand 40 ans après, 50 ans après le coup d'État, je peux vous dire une chose, que je me fais une promesse de me battre toute la vie contre l'extrémisme, contre les fachos, pour le dire clairement, contre tout type d'extrême, contre tout type de torture d'où il vient, et chose que j'ai fait toute ma vie. Ça veut dire que Surtout qu'on peut se j'étais rendre compte, fidèle. surtout qu'on peut se rendre compte que ça peut arriver très très vite finalement. Ah, c'est Pinochet. la haine, si vous voulez, se combat avant qu'elle s'exprime. Ouais. Parce que la haine, quand vous laissez même des groupes d'extrême droite et vous avez 1% de vrais fachos, on va dire des vrais extrémistes, c'est ça le danger. Le danger qu'il y a une contamination trop rapide. C'est Mm. très facile de tuer des gens, les massacrer et dire c'est la faute des gauchistes ou c'est la faute de tel ou tel. Et donc vous créez la haine et vous pouvez créer vraiment de gros problèmes dans un pays. À chaque fois qu'on évoque les relents nauséabonds d'une dictature, notamment en Amérique du Sud, moi je pense au film, j'ai plusieurs films en tête, notamment celui de Missing. la jeune fille et la mort de Roman Polanski, et les films de Costa Gavras. Oui, il y a Missing. C'est un Missing, film qui est très Missing. fort. Et moi, j'étais dans le stade national quand il y a eu cet Américain qui est venu pour défendre son fils devant tout le monde. J'étais là, j'étais dans le stade national. Ah, très Mhm. bien. Et dans ce récit affreux, donc, vous en avez évoqué les contours. On va pas les évoquer aujourd'hui. On laisse nos auditeurs aller voir, par exemple sur YouTube, en fait, votre témoignage complet sur cette journée affreuse en fait, Oui, qui vous a d'ailleurs, conduit je dans ça. voulais peut-être vous dire quelque chose qui pour moi c'est important. Ce qui est très, très important pour qu'il n'arrive pas la haine comme ça, c'est témoigner. Tous les gens qui ont souffert différents types de horreurs, différents types de tortures, ils doivent témoigner. C'est pour ça que j'ai fait un témoignage en français et un autre en espagnol, parce que je pense qu'on doit laisser des traces de ce qui nous arrivait à chacun de nous. Et justement, on doit laisser des traces parce que les gens croient, non, ici en France, ça ne peut pas arriver. C'est Oui, parce que, faux. oui, Ça parce peut que arriver partout. moi, j'ai vu ce matin même, j'ai repassé la vidéo et j'ai regardé et j'ai noté plusieurs choses. En fait, vous dites en fait qu'il y a deux types de torture en fait dans ce que vous avez expérimenté.
la torture physique et la torture psychologique. Oui, c'est deux choses totalement différentes, mais des fois la torture physique, les gens qui sont presque morts, qui étaient torturés, d'être torturés, il y a un moment venu que vous êtes tellement mal que vous arrivez à un point et peut-être vous pouvez pas l'oublier, mais peut-être passer à un autre stade. Mais par contre, la torture psychologique, quand vous voyez mourir des gens devant vous, quand vous voyez violer des gens devant vous, quand vous voyez faire des horreurs devant vous, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, si vous voulez, que vous, ça c'est très difficile à oublier. Moi, par Oui, exemple, quand j'ai vu tuer quelqu'un à coup de nunchako et le voir mourir un jeune devant moi, vous ne pouvez pas l'oublier. En plus, vous ne pouvez pas le défendre parce que si vous vous mettez à défendre, vous êtes mort tout de suite. Donc, vous oui. êtes dans une horreur unique. Mais vous racontez en plus que ce mécanisme il est terrible en fait, hein, avec les 50, ça fait Les 50 châteaux à ans la que c'est mort. passé. Il y a les châteaux de la mort, mais moi je voulais dire quelque chose sur la culpabilité. La culpabilité en fait sur les tortionnaires et sur les bourreaux. En fait, Et les finalement, victimes. vous vous dites, et les victimes, vous vous dites à un moment donné, il y avait des tortionnaires qui étaient là, mais qui n'étaient pas vraiment des tortionnaires. En fait, c'était des pauvres gars, en fait, soldats, qui étaient là aussi pour faire un job. Et du coup, euh, ils Oui, étaient pris dans le maelstrom en fait de la guerre civile, de la dictature. oui, il avait deux choses, si vous voulez. Bon, une part, les châteaux et la mort, que vous mettez quatre dans une sens et quatre dans l'autre, quatre dans l'autre. Donc, on faisait un château des êtres humains de quatre par quatre. Donc, celui qui était au 10e étage, écrasé, il tuait ses propres camarades. Et Ouais. après, vous les portez toute votre vie. Ça, c'est un exemple de quelque chose dans lequel, si vous voulez, vous pouvez que les porter. Après, il y a d'autres cas, si vous voulez, dans lesquels vous allez voir certaines personnes qui viennent et vont venir, si vous voulez, pour créer la haine, par exemple. À l'époque, c'était les marxistes-léninistes, c'est ça. Donc, les militaires qui étaient de gauche, on leur donnait des coups des trucs dans la figure, on les défigurait et on les montrait à tous les militaires. Voilà ce qu'ils ont fait les marxistes-léninistes. Et c'est eux-mêmes qui l'avaient écrasé pour créer la haine. Comme ça, les militaires, ils partaient avec une haine terrible. Donc, vous voyez que la haine, il peut aller très, très, très vite si on n'arrive pas à l'arrêter à temps. Vous connaissez le triangle de Karpman, en fait, ce triangle dramatique ou triangle de Karpman, qui est une figure d'analyse transactionnelle, en fait, qui a été proposée par Karpman en 68 et qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Et j'ai regardé, en fait, ce tableau tout en écoutant votre témoignage et je me suis demandé, en fait, justement, en fait, de la victime, comment elle peut passer, en fait, de persécuteur à sauveur et ainsi de suite. Oui, C'est, la victime, il passe à tortionnaire quand il est là-haut en train de faire son poids et écraser tout le monde. Donc, vous devenez tortionnaire de lui. Ou la victime qui on met un revolver à votre soeur, par exemple, et on va couper, on va tirer le doigt de votre soeur pour tuer son père. Donc, la victime se transforme en tortionnaire mm, malgré elle. Et malgré là, elle. il y a une relation que se produit, si vous voulez, avec ces gens-là, parce que beaucoup de ces tortionnaires, d'ailleurs, Amnesty International, un jour, il a fait un film sur, s'appelle Le Fils de ton boisson. Oui. Ça veut dire que n'importe qui peut être un tortionnaire parce qu'ils croient ce qu'ils font. Ils le font pour la patrie. Ils le font pour l'ordre. Ils le font parce qu'en face, ils sont des méchants. Ils croient tellement que c'est vrai que ce qu'ils font pour eux, c'est naturel. Alors Donc, vous je voyez, crois, oui, je crois voilà. avoir lu en fait que votre sauveur, finalement, quand vous êtes sorti de cette horreur, c'est, vous le racontez, en fait, je crois que c'est votre fille en qui vous Oui, les trouvez la sauveurs, force de se... c'est un sauveur réel Ouais. parce que c'est ma fille qui avait 8 mois et j'avais besoin de m'attacher à quelque chose parce que parmi les prisonniers qui étaient à le stade, il y a beaucoup qui devenaient fous à cause de torture. Et il y avait des gens qui se suicidaient, j'étais, voilà, et il y avait des gens qui venaient dépressifs à mort. Donc, qu'est-ce qui passe qu'à un moment venu, il faut que vous croyiez à quelque chose. Et croire à quelque chose, pour moi, la lumière de ma vie, c'était vivre pour ma fille et pour les gens que j'aimais. Et c'est cette lumière qui me donnait l'envie de vivre. Et si vous n'avez pas envie de vivre, vous mourrez, vous êtes angoissé, vous devenez fou. Donc il faut
trouvez toujours quelque chose qui vous inspire, il y a un besoin, vous êtes utile pour quelque chose. Et puis, il y a une, une fin, en fait, à cette situation, une fin, en fait, qui est donnée en partie par la pression internationale, vous le décrivez, qui a aidé, en fait, à la chute de cette dictature chilienne. Ah oui, Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu. là, j'étais très content parce que bon, on arrive pendant 3 jours, c'est l'horreur totale, et la folie, des gens totalement fous, des gens qui vous donnaient des coups de pied et vous frappaient, on vous faisait n'importe quoi. Et petit à petit, si vous voulez, j'ai vu un petit changement. J'ai vu même, moi-même, je me vu comme un mendiant à un moment venu derrière les grilles de l'Estade national, en train de demander du pain, du pain, du pain, du pain. Et à un moment venu, j'ai vu que les militaires jubilaient de me voir souffrir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé la main. J'ai dit, je peux avoir faim, je peux avoir tout ce qu'il veut, mais il ne faut pas avoir mon âme et mon intégrité. Et je n'ai plus demandé comme un mendiant. Donc, Mhm. à un moment venu, vous dites jusqu'à où je suis prêt à être. Tout le monde pouvait se moquer de tout, sauf ces gens qui sont les tortionnaires. Vous savez que ça, c'est pas possible. Ouais. Et j'ai appris beaucoup c'est eux peut-être qui m'ont donné, c'est la douleur, tout ce qui ne te tue pas, ça te rend plus fort, c'est mon cas. Mhm. Vous savez qu'ils m'ont tué, mais m'ont rendu 1000 fois plus fort. Ouais, c'est sûr, en fait, ça vous a donné la force après de continuer votre Et combat. force est de continuer. Pour vous dire la vérité, quand je regardais en France, quand j'arrivais en France, j'avais une carte d'identité qui avait d'être réfugié politique. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il était apatride. Quand je me suis rendu compte qu'il était apatride, Ouais, ça m'a créé un problème psychologique. Je me donnais un coup de tampon dans la tête psychologique. Je suis un terrien. Dès le moment que je me dis que je suis un terrien, oui, mine de rien, j'ai commencé à travailler que pour les problèmes planétaires, la vous avez sécheresse, la relativisé. soif, et finalement, l'effet qui est en train, mais ce qui est très intéressant, quand vous vous intéressez à tout ça, c'est comme ça que je suis devenu écologiste. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il fallait protéger la Terre, parce que tout le monde est terrien, ou presque les frontières n'ont pas existé. Oui, c'est très intéressant, en fait, comme intellectualisation, en fait, de De la votre douleur. combat et de la douleur. Du coup, en fait, on a bien vu, on s'est bien rendu compte que la réalité, elle n'est pas noire et blanche, en fait, elle est assez grise, en fait, et puis que tout n'est pas manichéen. En 73, en fait, quand vous sortez, enfin un peu après, en fait, quand vous sortez de 3 jours de torture innommables, vous sortez de ce camp, de ce stade transformé en camp finalement de la mort, de la torture, de la perdition, vous sortez, et là, vous alliez, euh, c'est ce que j'ai noté, exploser de joie, mais une image, en fait, de celle de milliers de personnes qui recherchent des proches, en fait, vous apparaît. Exact, exact. Je croyais que, première chose, au fond, tout le monde se remplit la bouche avec le mot liberté. Mais malheureusement, on ne la connaît pas. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai connue, la liberté, quand j'étais en prison. J'ai connu la liberté quand je n'avais plus la liberté. Ouais. Et quand le jour que je sors de l'Estade national, 40 jours après, je commence à marcher, je croyais faire les premiers pas vers la liberté, mais quand je vois des milliers de femmes avec les portraits de leurs fils disparus, moi je me dis, je suis dans la liberté, mais je suis toujours, le problème existe dedans. Je croyais que je souffrais moi dans la prison, mais je n'avais même pas imaginé un instant combien ils souffraient, les mamans, les parents, les frères, les sœurs, de ces milliers de prisonniers qui étaient dedans. Et quand je sors, je vois toutes ces photos, évidemment, je me sentis encore une prison, entre guillemets, disant soit tu continues à lutter pour ça, tu continues à lutter pour ces erreurs, ou soit c'est pas la peine. Et c'est à ce moment-là que je me suis promis me battre toute ma vie pour, pour un monde meilleur. Pour le Et monde chose que meilleur. j'ai fait parce que j'ai travaillé toute ma vie à mi-temps. Et à mi-temps, j'ai devenu casse-pied durable. J'ai plus de 4000 articles de presse, plus de 2 millions d'émissions de radio, plus de 1000 animations dans les écoles, collèges et lycées. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une dette que j'avais à la vie. C'est intéressant parce que les témoignages
lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple de la Shoah, en fait, des survivants, et ce qu'ils sont devenus, en fait, répondent aussi au même code, c'est-à-dire au même code de combat, en fait, au-delà de la souffrance, avec beaucoup d'empathie, mais aussi une véritable volonté de vivre. C'est la résilience. La Ça veut dire résilience. que soit vous crevez, soit vous avancez. Deux Exactement. mots. Deux mots. Exactement. En même C'est, temps, ça résume. et la résilience, si vous voulez, ça va, la résilience immédiate et la résilience lente. La résilience immédiate, vous êtes en train de souffrir, vous allez être torturé et vous avez une résilience à l'instant, vous allez voir votre fille qui est tout petite et vous allez voir quelque chose qui vous amène ailleurs. Ou soit simplement, si ça m'arrivait, vous évanouir de peur. Et c'est l'effet d'évanouir de peur, il ne peut pas vous torturer. Donc, qu'est-ce que vous faites après les événements du Après les Chili? événements, quand je suis sorti, j'ai continué mon carrière d'ingénieur. J'ai continué, j'ai fait un livre de plus de 400 pages sur les catastrophes naturelles. J'ai eu D'accord? un diplôme d'ingénieur. Et après, dès que j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, Amnesty International Besançon, le groupe de Amnesty International, ils m'ont payé le billet parce que nous, on n'a pas de sous pour payer un billet. Oui. Ils m'ont accueilli, la France, et d'ailleurs, c'était Ah, l'époque ouais. de Giscard. Ils m'ont accueilli, mais bien accueilli. On avait un centre de réfugiés politiques. C'était, je vous dis, c'était la droite à l'époque, mais on était bien accueillis et on était bien accompagnés. Voilà, D'accord. ça veut dire qu'on avait un centre qui a accueilli. Par contre, je vous dis aussi, il faut bien comprendre aussi que moi, quand j'étais au Chili dans la prison, je savais qu'en France, il y avait 500 000 personnes, un demi-million de personnes qui ont défilé contre le coup d'État de Pinochet. Mhm. Et ça, c'était très beau parce qu'il y avait la droite, la gauche, un peu, je ne parle pas d'extrême droite, mais il y avait tous ces gens-là qui militaient pour ça. Et ça, si vous voulez, ça a tout changé le monde. Parce que la Suède, l'Italie, tous les pays de l'Europe étaient contre l'Allemagne. Tous ces pays, ils ont fait vraiment, ils étaient contre la dictature de Pinochet. Et Mhm. c'est qu'ils l'ont coincé et ils ont été obligés à lâcher beaucoup de prisonniers politiques. Sinon, Pinochet, si on n'aurait pas eu ça, on serait actuellement mort. Pinochet a terminé comment? En fait, il est mort, hein. Pinochet, il a fini comme beaucoup de gens qui sont méchants, il a fini avec une retraite dorée. Et on a essayé de les condamner, mais on n'a pas pu le condamner en Espagne. Terrible. Si vous voulez, mais peut-être ils ont beaucoup volé beaucoup de choses. Quand je dis voler, les gens qui travaillaient avec les mines chiliennes, tout ça, ils l'ont passé au privé. Il y a eu beaucoup de corruption de façon d'une certaine légalité. Donc, lui, il n'a pas eu grand-chose. Chili, malheureusement, c'est là qu'on a appliqué les Chicago Boys, la politique néolibérale la plus Mhm. extrême qui existe, c'est le Chili. Et le Chili, oui, il a augmenté son taux économique, mais avec un prix d'une population vraiment mal. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le Chili, par exemple, il y a presque 1 million de réfugiés qui venaient de Venezuela, qui sont des Mhm. camarades. Mhm. C'est pas là, ici on dit sur les Arabes ou sur les Italiens, tout ça. Là-bas, c'est les Latino-Américains qui se déplaçaient à cause des problèmes et ils devenaient aussi, Ouais. et ils les amenaient vers le Chili pour les exploiter encore plus. Parce qu'il faut le Très dire bien. clairement, on les paye tellement mal que c'est une façon pour les riches de gagner plus, ils payaient moins les Chiliens. Alors, on va entamer la deuxième partie concernant pardon, l'écologie, en fait, puisque vous nous avez expliqué comment vous êtes devenu écologiste, en fait, au sens où j'ai noté une citation: le seul écologiste irréprochable est celui qui met tout en œuvre pour mourir sans laisser la moindre trace de son passage sur Terre. C'est assez évocateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre action sur la Fédération de l'air? Voilà, en 2 mots, première chose avant de la Fédération du mois, j'ai créé un réseau qui s'appelle Ecoforum. C'est Oui. un des réseaux de casse-pieds durables dans lequel on avait à peu près une centaine d'associations qu'on préparait chaque semaine, un ou deux, trois conférences de presse pour dénoncer des choses vers les politiques de droite, de gauche, pour que les choses avancent.
Donc, on a créé des manifestations pour le parc national de Calanque, des manifestations pour la pollution. Donc, on était dans toutes les thématiques. C'est pour ça que dans mon site, on peut voir à peu près plus de 4000 articles de presse sur toutes les thématiques qui vont de l'alimentation Mhm. à tout. Et après, à un moment venu, à peu près 15 ans, j'ai commencé à m'inquiéter de la pollution de l'air. Parce que la pollution de l'air, soit on va mourir asphyxié, pour le dire clairement, parce Oui, que l'épaisseur qu'on a pour respirer, c'est 6000 mètres. Donc, si vous prenez un globe terrestre qui sont les enfants dans les écoles, vous mettez un bout de scotch, les petites épaisseurs du bout de scotch, c'est qu'on a pour respirer. Ça veut ouais, dire qu'on est en train de le polluer depuis des années, des années. On est passé de 20 000 voitures jusqu'à 1,4 milliard aujourd'hui, de quelques molécules chimiques à des milliers de molécules chimiques, et on est passé d'un CO2 qui est en train d'augmenter de plus en plus. Donc, étant donné ces dangers, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai vu que les politiques, quand on les cassait les pieds, il fallait commencer tous les 5 ans parce qu'il y avait de nouvelles élections. Donc, c'était trop fatigant. Donc, j'ai commencé à faire des animations pour les écoles, collèges, lycées. Et ça marche très bien. On a plus de 1 million d'enfants sensibilisés. On a plus de 400 000 téléchargements pour les diaporamas. ah oui, Donc, c'est énorme. c'est Et gigantesque. je suis très, très content des résultats parce que c'est simple. Pourquoi on réussit? Parce qu'on est dans la constance, parce qu'on a une équipe, on n'a pas beaucoup de sous, mais on a des services civiques qui sont payés directement par l'État. On a Mhm. des contrats aidés, il y en a quelques salariés. Mais on fait un travail comme si on était une équipe de 300. Donc, D'accord. on fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des animations pour sensibiliser les enfants. Mhm. Ça marche très bien. Mais les concepts qu'on a adoptés, nous, c'est le contraire du copyright. C'est copie-moi tout. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on le donne en Afrique, on le donne en Algérie, on le donne en Mhm. Tunisie, on le donne au Chili. Ça veut dire Oui, que tout le c'est monde ouvert, nous pique les choses. C'est très des ouvert. diaporamas libres. Et comme ils sont libres, on est en train de faire beaucoup, beaucoup dans les COP, des fois on participe. Je viens d'avoir une réunion avant vous. Je viens d'avoir une réunion à peu près une trentaine de jeunes qui sont on est en train de créer un truc qui s'appelle euh, Climat Genèse. Et je suis pas jeune, je suis vieux. Mais ils m'ont demandé de les accompagner, donc je suis en train de les aider, accompagner, mais c'est en train de marcher très fort. Donc, la Fédération et moi, il va faire ça pour les enfants, il Oui. fait ça pour les jeunes, mais pour les lycéens, je me suis rendu compte que les lycéens, ça les émerveillait un peu quand on venait les parler diaporama. Donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt la éloquence. Je les apprends par le rire et la créativité, parce que Mhm. j'ai créé le premier club du rire d'Europe. Et ce Mhm. club du rire d'Europe, j'utilise beaucoup le rire pour parler de choses sérieuses. Donc, je fais, éloquence, c'est les apprendre à rire, les apprendre à rigoler, et après, je les amène. Une fois qu'ils sont apprivoisés, qu'ils sont mes amis, je les apprends soit l'air, soit la mer, soit tout ce qu'on veut. Mais première, on passe pour un côté détente. Et après, on est en train aussi de préparer des formations pour les élus. Je suis moi-même un élu, mais les élus comprennent très peu sur certains sujets écologiques, donc Mhm. il faut faire de la formation. Une Et là, pédagogie, on oui. est en train, la pédagogie, la formation. Voilà un peu ce qu'on est en train de Exactement. faire. Et RMOA, en fait, c'est un déploiement, donc, on a bien compris, national et oui, international, en fait, parce qu'il y a national, aussi international, on en a Italie. sept antennes en France, dans différentes régions. Certains marchent mieux. Il y a une antenne en Haut-de-France qui marche très, très bien. On a une antenne en Italie, une antenne au Maroc, et on est en train de faire un réseau méditerranéen, le Liban, Algérie, Tunisie, et la Grèce, Un voilà. développement très fort, quoi. Pareil, et Ça ce marche très bien. développement n'a pas d'argent. La région d'ici, la région sud nous a aidé un peu, mais derrière, il y a beaucoup la volonté, les bénévoles, La motivation, en fait, que la des bénévoles. motivation, la motivation de ce qu'on fait. Si vous voulez, il y a deux solutions. Soit on attend que la Terre crève, ou que soit tous asphyxiés, ou Mhm. qu'il y a des dérèglements climatiques, et c'est ma profession, hein, risque Mhm. majeur. Mhm. Soit on attend comme ça. Moi, je pense qu'il faut toujours, jusqu'à le dernier jour, croire qu'il y a un avenir. Et je vous donne un exemple positif. Quand on a eu le problème du trou d'ozone, la cause du trou d'ozone qui grandissait, c'était dans le sud de Chili qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient le cancer à la peau. Donc,
Quand on a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Terre, il a eu peur. Les scientifiques, on a eu peur. Et tout le monde a commencé à faire des choses pour freiner ça. Avec les CF6, les chip 6 qu'ils vont utiliser pour plein de choses. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? 10 ans après, on a freiné ça. Et l'homme, il sait freiner les choses quand il veut vraiment. Mais là, il est un peu aveugle avec ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. En fait, je vous écoute avec grand intérêt. En fait, c'est passionnant. Du coup, j'ai perdu le Par contre, fil. peut-être, je vais vous dire une chose Oui, que peut-être peut vous intéresser. oui, À part l'écologie, je me suis rendu compte, parce que comme je fais beaucoup de lobbying, je crois beaucoup au lobbying médiatique. Les médias m'ont beaucoup, beaucoup aidé. oui. Beaucoup, beaucoup aidé. Tous les médias, parce qu'une page du journal complète il coûte 30 000 euros. Quand vous avez 3 000 articles de presse, vous voyez que vous avez piqué aux riches quelque chose de Ouais, c'est publicité. sûr, c'est Donc, sûr. et là, pareil, quand je fais des choses en Europe, on a des richesses. Moi, je vais piquer aux riches pour donner aux pauvres. Le Robin Parce des qu'il faut, Bois, finalement, en fait. pour un revenu de voie de Voilà, l'écologie, ça veut de dire qu'il faut l'écologie. trouver. Et même, pour vous dire une chose, si on va plus loin, aujourd'hui, quand j'ai parlé avec les jeunes, nous, on est pour une vraie coopération, la coopération bienveillante. C'est quoi? La coopération bienveillante, je vais là-bas, je leur donne des choses que j'ai fait, eux, ils les adaptent comme ils veulent et je me casse. Je ne vais pas gagner des sous avec mon projet là-bas, ça ne sert à rien. Les sous, c'est pour eux là-bas. Pire encore, aujourd'hui, il y a les gens qui ont peur des 1 milliard de réfugiés climatiques qu'il va y avoir. 6 milliards de réfugiés pour le climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un vrai développement durable. Il faut que les jeunes là-bas trouvent de l'emploi là-bas. Donc, quand on veut freiner l'immigration, on travaille avec l'Afrique, on travaille avec eux pour Mhm. pouvoir faire quoi? C'est un truc très simple. Avec lesquels et les mois, par exemple, Kilo ou d'autres choses, on donne du travail déjà là-bas, une petite puits, une petite pompe, il va donner de l'eau, il va donner de l'agriculture, et les gens ils vont rester là-bas parce qu'ils sont heureux chez eux. Personne ne veut partir des fois. Donc, les gens qui veulent partir, c'est bien besoin. C'est soit réfugiés climatiques, soit réfugiés économiques. Mhm. Donc, si on s'occupe vraiment de donner de l'emploi à les gens qui sont dans ces pays-là, les Mhm. choses ils vont changer. Même le terrorisme va changer. Alors, vous avez travaillé en partenariat avec Atmosud, j'ai vu, qui vient de lancer ICR, un indice plus précis et le plus complet présenté comme l'un des meilleurs révélateurs de la pollution au monde. Fruit d'une décennie de recherche, en fait, son nouvel indice ICR, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, en fait? Déjà, je peux vous dire que j'étais à l'origine de cette conférence de presse Mhm. avec Admo Sud. J'ai participé à la conférence de presse, on a eu plein d'articles partout. Euh, Pourquoi c'est important les articles? Parce qu'on fait passer les choses à l'échelon politique pour que ça bouge. À quoi ça sert cet indice ICARE? Cet indice ICARE, il sert à pouvoir avoir une carte à 25 mètres de chez vous, vous savez quelle est la pollution. Mhm. Comment vous savez qu'est-ce que c'est la pollution, vous allez faire des sports de certaines façons différentes. Bien Mais si sûr. vous êtes à Angola, et c'est à Angola, Ah bah il y là. a les benzènes qu'il faut l'ajouter, vous l'ajoutez dans cet indice. Vous savez que tout ce qui est sanitairement dangereux pour les êtres humains, vous l'ajoutez dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous adaptez cet indice de façon dans le temps et vous adaptez au niveau géographique. Ça veut dire que vous pouvez, les préfets peuvent voir qu'est-ce qu'est l'indice pour la région, mais les maires d'une petite ville peuvent voir quel est l'indice pour sa région. Et vous qui vous habitez dans les quartiers Tunguluku, je ne sais pas où, ces quartiers-là, vous pouvez avoir votre pollution. Donc, c'est très intéressant. Et c'est Euh, intéressant aussi parce qu'ils respectent l'indice ICAR annuel, il respecte les normes OMS qui sont les plus strictes, les normes Organisation mondiale de la santé. D'accord. Alors j'ai deux autres questions qui me proviennent du cercle Sully avec Blanche, en fait, Blanche qui me disait avec laquelle je discutais en fait au sein de l'association en fait et qui me dit que vous revenez de la COP 28 qui s'est déroulée à Dubaï. Oui, Vous avez eu l'occasion de discuter du changement climatique, de la pollution de l'air. ah oui, Euh, je peux vous dire une chose, il faut bien. qu'est-ce que vous avez retenu de ça?
Première chose, je participe à tous les COP malgré tous les critiques qu'il y a, la COP 22, 23, 24 et 25 jusqu'à la 28. Et je continuerai. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les COP, il y a peut-être 95% des gens qui viennent faire des affaires. D'accord? Je ne suis pas parmi eux. 95% qui viennent vendre ou gagner sur le climat. Des 95%, il y a peut-être 10% qui peut servir, même économiquement, pour la Terre, pour finir avec de nouvelles technologies. Il reste 5% de ONG, des Mhm. médecins, des chercheurs, des gens comme toi, des gens comme moi, qui viennent là-bas pour pouvoir réciter. Il ne faut pas laisser la chaise vide. C'est pas parce qu'ils étaient à Dubaï qu'ils sont pas les meilleurs du monde au niveau écologique qu'on va abandonner d'être là. Si vous abandonnez la chaise, si vous faites la politique de la chaise vide, ils vont faire pire. Donc, il faut freiner ces choses. Donc, quand je vais là-bas, je côtoie tous les gens d'Afrique. Je suis dans le pavillon francophonie, que c'est le pavillon le plus solidaire qui existe. Pourquoi? Parce que ces pavillons francophonie, c'est là qu'ils viennent tous les Africains. Quand ils viennent là, ils passent dans ces pavillons. Donc, Mhm. qu'est-ce que j'ai apporté? Je suis en train de faire un Mhm. réseau méditerranéen de l'air. Je suis en train de partager tous les supports de l'EREMOA. On est en Mhm. train de partager, de proposer une aide technique gratuite, des capteurs gratuits. On est en train de donner beaucoup de choses qui fait la France à les pays plus pauvres. Donc oui, D'accord. quand je vais là-bas, je vois physiquement les gens et grâce à les voir physiquement, aujourd'hui, je suis en train de Ça créer mange plus. aussi un réseau jeune climat et ça marche à fond, à fond, à fond. Mhm. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet pour que tout le monde se bouge. Et On si a, on- quelqu'un va sauver le monde, soit c'est les jeunes, soit c'est les enfants. Exactement. On a évoqué les avancées dans le domaine scientifique de l'air. Y a-t-il une nette amélioration dans ce domaine? Oui, Mhm. Ouais. les meilleurs thermomètres du monde, c'est les associations, les observatoires français, sont les meilleurs du monde. Mais malheureusement, la France, il n'est pas la meilleure pour réagir. Les Américains, l'Allemagne sont beaucoup plus action-réaction. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus. Mhm. Donc nous, on est un très bon thermomètre, mais on n'arrive pas à soigner le malade. Alors, on approche de la conclusion de l'émission. Je vais vous donner le mot de la fin. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez dire à l'antenne. Déjà, la première chose, merci. Et je trouve que les types de radios comme les vôtres sont très, très importants parce que je suis à plus de 2000 émissions de radio dans les radios libres de Marseille. Mhm. Je trouve que cette expression qui a été ouverte des radios comme les vôtres, de faire ouvrir la parole, c'est très important parce que des fois, il y a des hommes politiques qui luttent pour avoir 30 personnes devant la salle, ils passent une semaine et n'arrivent pas. Avec une radio comme la vôtre, avec vos réseaux, des fois, on est exactement si on avait une conférence devant 300, 400, 500 personnes. Même une radio pas très écoutée, des fois, il y a plus d'audience que n'importe quel journal. Donc, Mhm. je vous remercie. Il est temps pour moi donc de conclure cette émission. On a longtemps parlé des totalitarismes à travers votre expérience tragique, ô combien tragique du Chili. Ensuite, on a évoqué l'écologie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que faut arrêter de bousiller la planète si on veut survivre. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près l'idée. Peut-être aussi, Aurélien, juste un Oui, mot, oui, bien sûr. dire merci aussi à toi, Aurélien, parce que s'il n'y a pas des gens qui croient à la vie et qui croient à ce qu'on fait ici, que c'est utile, Ouais. les choses n'avanceraient pas. Ah, c'est Donc, sûr. Bah, merci. je prends ça comme un compliment très honorable. C'est un compliment. Et vous, et Victor Hugo Espinoza, vous revenez en fait quand vous voulez pour parler écologie ou pour parler de la planète. Merci et à bientôt. Merci à toi et merci à tous. Au revoir. Au revoir.